donc le Rwanda considéré désormais comme un pays tiers sûr. Bonjour Gauthier Rybinski. Bonjour Damien. On va en parler ensemble dans le décryptage ce matin. En quoi est-ce qu'on peut considérer le Rwanda comme un pays tiers sûr? C'est ce qui a permis l'adoption de ce projet de loi. Alors, d'abord, le fait de se poser cette question n'est pas innocent, en ce sens que ça peut être un moyen, si vous voyez ce que je veux dire, de déplacer la question fondamentale. La question fondamentale, c'est est-ce qu'on peut faire ça avec des êtres humains, en quelque sorte les monnayer, payer un gouvernement extérieur pour dire vous les accueillez, et puis après, vogue la galère. Bon, ça c'est la question fondamentale, mais je vais quand même répondre à la vôtre. Est-ce que le Rwanda est un pays sûr? Il est un pays sûr dans la mesure où on ne risque pas sa vie à chaque coin de rue, c'est évident. Bon. Maintenant, il y a quelque chose qui est quand même spécifique au Rwanda, et ça n'est pas remettre en cause, faire du révisionnisme, c'est un régime où il y a à la fois des partis, où il y a une existence politique authentique, mais en même temps une forme de chape de plomb qui fait qu'on ne s'exprime pas toujours comme on le souhaiterait. Alors tout ça, ça remue bien sûr l'histoire hautement dramatique du Rwanda, avec toujours cette idée que les opposants, s'ils remettent en cause le régime, le pouvoir, le gouvernement... en cause l'histoire. Pardon? Oui. Il remettrait en cause l'histoire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il remettrait en cause la légitimité du président Kagame. Et donc, du coup, il y a toujours de la gêne à parler ou à parler franchement. Est-ce que ça veut dire que ces migrants, que ces expulsés, souffriraient du même problème? Manifestement, s'ils veulent s'intégrer ou être intégrés dans la société rwandaise, ils vont aussi en copier les codes, y compris quand c'est des codes de mutisme. Bien. Deuxième question, est-ce que le Rwanda fait tout pour accueillir ces migrants? Même si, encore une fois, on déplace la question. Est-ce qu'il y a simplement un effet d'échange, un commerce finalement, une opération de mercantilisme, ou bien est-ce qu'il y a réellement une possibilité d'intégrer ces migrants? On dit que le Rwanda a une tradition d'accueil, très bien, mais vous voyez encore que la question simplement de savoir si un pays est sûr, c'est quelque chose d'extrêmement non seulement subjectif, et puis simplement ça veut dire que si l'on ne prend pas des standards égaux et identiques pour tous les pays, eh bien, on peut se livrer à des relativismes en disant, finalement, oui, le Rwanda n'est pas si insécure que cela par rapport à d'autres. Mais fondamentalement, la question n'est pas là. Donc, le Royaume-Uni va pouvoir envoyer ses migrants illégaux dans un pays tiers, au Rwanda. Est-ce que ce genre de sous-traitance d'une politique d'asile, ça peut faire école ailleurs en Europe? Oui, ça peut faire école ailleurs, et d'autant que c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on se rend compte que les pays membres de l'Union européenne sont de plus en plus tentés de chercher des voies individuelles, alors qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la réflexion, et même plus au sein de l'Union européenne, la politique migratoire. Mais là, vous avez des pays comme l'Autriche, comme l'Italie, qui insistent sur la manière de régler en bilatéral les questions. Et vous avez par exemple l'Autriche ou le Danemark qui ont établi en Tunisie des bureaux dits de protection de leurs frontières. Là encore, on peut se poser la question, est-ce qu'il est possible dans ce cadre-là de traiter avec un régime comme celui de la Tunisie, dans ces questions-là? Donc vous voyez qu'il y a aussi une forme de cavalier seul. Alors évidemment, le Royaume-Uni, lui, est sorti de l'Union européenne. Mais c'est vrai que ça fait école, et c'est vrai que ça pose des questions sur justement la manière dont on aborde le problème. C'est-à-dire, est-ce qu'on l'aborde sous un angle uniquement sécuritaire, ou bien est-ce qu'on essaye de voir plus profondément?